Bonjour à tous, je suis toujours enroué avec un petit rhume, mais j'espère que ça va aller pour cette vidéo. Je souhaitais vous faire une autre vidéo dans la lignée de la vidéo que j'ai faite il y a 2 3 jours, pour vous donner encore plus de billes, pour vous donner encore plus d'éléments, pour que vous puissiez réussir votre examen de BTS Culture Générale et Expression. Là, je suis allé sur les sites de l'Académie et de l'Éducation nationale pour vous trouver la FAQ, mais aussi le sujet zéro, c'est-à-dire un exemple de sujet sur le thème de l'alimentation. Donc c'est le thème qui sera à l'honneur pour l'examen, donc pour les BTS de deuxième année. Pour la première année, c'est un peu différent. Là, on est vraiment sur les BTS de deuxième année. Quoique pour les premières années, en fait, la méthodologie est la même. C'est juste que le sujet changera. Donc, une petite FAQ qui permet que je vais regarder et comme ça, si avec mon analyse, comme ça, si ça peut vous aider à comprendre parfois certains aspects qui sont demandés dans le cadre de la matière. Donc, les objectifs de la culture générale et expression, c'est nourrir une culture générale et humaniste et consolider les compétences langagières, notamment les compétences d'écriture, d'argumentation, argumentative et créative. Donc, on a un thème qui est renouvelé chaque année. Donc là, vous savez que c'est sur l'alimentation. L'an prochain, ça sera sur les animaux. Donc, à la nouvelle épreuve, donc la durée dure 3 heures, hein. Attention, vous avez 2 à 3 documents pour la composition du corpus, textuel, informatif, iconographique, qui portent donc sur le thème du programme, avec 2 à 4 questions qui confrontent les documents de différentes manières. Et ensuite, vous avez 2 sujets d'essai au choix, 10 points pour les questions, 10 points pour l'essai. Donc vous voyez qu'il y a une différence par rapport à l'ancienne épreuve, où la synthèse avait quand même plus de points que l'écriture personnelle, la synthèse de documents. Et vous avez plus de temps, 4 heures ici, vous avez un peu moins de temps, et 2 parties qui valent donc 10 points. Ça va? Donc, les nouvelles modalités permettent de réduire l'écart de difficulté entre l'épreuve écrite et l'épreuve orale de contrôle. Analyser précisément les documents proposés dans le nombre est réduit. Ici, on avait 4 documents à l'ancienne épreuve, on n'en a plus que 2 à 3. Impliquer les candidats dans la lecture active des documents. Donc, un peu moins de documents, mais prendre plus le temps de les analyser. Alors, ça me paraît un peu paradoxal parce qu'on enlève quand même 1 heure de travail. Donc, bon. Engager les candidats dans la rédaction d'un essai. Donc sur la première partie de l'épreuve, questions sur un corpus, pourquoi proposer aux candidats des questions sur un corpus de documents? Donc c'est dans la continuité, dans l'esprit de l'épreuve de français du baccalauréat professionnel en classe de terminale. Au fil de 2 à 4 questions invitant à confronter les documents, les candidats abordent le corpus sous différents angles pour en approfondir la lecture et leur interprétation. Donc c'est important, hein, je l'avais dit dans une ancienne vidéo, quand on lit un document, eh bien on est là aussi pour extraire des idées, pour l'analyser, pour interpréter, pour réfléchir avec le document. Les attendus en BTS sont cependant plus élevés qu'au bac, et des questions un peu moins guidées, et donc des questions un peu plus larges où il faut aller chercher un peu les informations dans les documents. Les questions sur corpus du sujet, ça on verra après. Donc les types de questions possibles, parce qu'elles visent à évaluer les compétences de lecture, lire les documents évidemment, compréhension, confrontation, interprétation. Les questions peuvent prendre des formes variées, sur tous les documents, deux documents, confrontation à partir d'une entrée de données, d'une comparaison, sur tous les documents, justification et enjeu d'un corpus, points communs et différences, sur un seul document, compréhension, reformulation, approfondissement. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de s'adapter vraiment au cas par cas des questions et qu'il est important pour vous que vous puissiez comprendre la méthode un peu globale. Oui, il y a 2 à 4 questions, il y aura 2 à 3 documents. Mais vous voyez que les questions peuvent porter soit sur un document, sur deux documents, sur tous les documents du corpus. Donc c'est difficile de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire sur chaque question, puisque il faudra s'adapter en fait à chaque question. Ce qui est important, c'est de garder une forme, petite intro, petite conclusion, le développement, avec des petits paragraphes assez courts, mais assez concrets, avec un petit alinéa, quelque chose de propre sur la forme. Et sur le fond, aller chercher les idées des documents, aller chercher de l'analyse, des arguments, et selon la question, est-ce que je dois mettre en commun, est-ce qu'il y a des choses qui convergent, des éléments qui divergent, et comment j'arrive struc- pardon, excusez-moi, à structurer un paragraphe avec un petit peu un brouillon que j'aurais pu faire. Ça va pour vous? Les questions sur le corpus visent à concentrer l'attention des candidats sur la lecture, l'interprétation et la confrontation des documents. Les candidats répondent ainsi à la question posée de manière précise et organisée. Les éléments formels tels que l'introduction et la conclusion standardisée dont on a pu constater les dérives dans le précédent format de l'épreuve tendent à assécher les réponses et à les rendre artificielles. Si une introduction et une conclusion étaient proposées dans les réponses, elles ne sauraient être pénalisées, mais elles ne constituent pas des attendus. Si elles apportent des éléments supplémentaires, révèlent la finesse de l'interprétation du candidat et ses qualités d'écriture, elles peuvent être valorisées. Les documents peuvent, sans que cela ne constitue un attendu, être succinctement présentés lorsqu'ils sont mobilisés pour la première fois, en se gardant toutefois de verser dans le résumé généralisons. Alors,
ici, vous pouvez vous dire, mais du coup, l'éducation nationale, l'académie contredit un petit peu ce que je viens de dire. Oui et non. Dans le sens où, quand je vous dis mini intro, petite conclusion, c'est justement pour répondre au fait que parfois il y avait attendez, des intros et des conclusions bien trop longues, euh, standardisées, les dérives, etc. Donc, il faut qu'elle reste quand même votre conclusion et votre introduction dans les réponses aux questions reste comme très concise. Il faut que ça soit faut vraiment aller à l'essentiel. Et c'est juste pour avoir une forme de qualité, si vous voulez. Pas se lancer tout de suite dans le développement, juste avoir une petite introduction. C'est comme ça que je vois un peu les choses. Et même pour vous, ça peut vous aider en vous disant, bah, je me fais une petite ou une deux phrases vraiment très rapides d'intro, et après je fais mes petits développements, et hop, je conclus comme ça, je réponds à la question en même temps. Donc, mais pas des choses en effet trop standardisées ou un peu trop longuées, etc. Pour la présentation des documents, quand on les présente de la première fois, oui, on essaie de les présenter. On évite de dire, quand c'est la première fois qu'on répond à un document, par exemple, à la première question, éviter de dire le document 1 indique que, non, on va dire l'article ou le roman, l'extrait du roman, voilà, écrit par. Mais bien sûr, si vous présentez le document et si vous avez une nouvelle question sur ce document ou cet extrait de roman ou peu importe, vous n'allez pas répéter à chaque fois l'extrait, etc. Vous allez, voilà, vous allez dire le nom de l'autrice, de l'auteur, etc. Mais évitez trop de document 1, document 2, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu réponse, un peu collège, lycée. On est, voilà, on a BTS, on va essayer d'aller un peu plus loin. Toute organisation de la réponse est acceptée du moment qu'elle est pertinente, claire et argumentée. Alors, là, pareil, hein, moi, je suis pas, c'est pas du tout en contradiction par rapport à ce qui est indiqué, mais il faut que ça soit quand même clair et argumenté. Donc, en termes de clarté, je préconise toute petite intro, mais même si le mot intro plaît pas, c'est préparer le cadre de la réponse, si vous voulez, le développement, et puis on répond à la question. Donc, en fait, c'est ça qui fait un peu office de conclusion. Les candidats doivent faire référence au texte en développant là où les points de vue qui y sont présentés, en manifestant leur compréhension des textes et en proposant une interprétation pertinente en lien avec la question posée. Les candidats peuvent citer de brefs passages avec des citations. Pour prolonger l'analyse des documents, les candidats peuvent mobiliser leur culture générale à condition qu'elle ne se substitue pas à l'étude du corpus. Vraiment privilégier un petit peu les idées que vous pouvez trouver des documents. Et si euh, vous aviez déjà un petit peu des notions qui sont liées au document, peut-être, parce qu'on parle d'alimentation, mais vous allez voir que le corpus va traiter d'une partie de l'alimentation. L'alimentation, c'est un sujet bien trop vague. Ce sera peut-être l'alimentation dans un cadre donné, dans un contexte défini. Et donc, peut-être que vous avez pu acquérir en cours des connaissances de culture générale qui sont associées typiquement avec le corpus. Eh bien là, ça peut être pertinent dans un second temps d'appuyer une réponse par rapport à votre culture générale. Mais n'en faites vraiment pas une priorité. La priorité sur la réponse aux questions, c'est vraiment ce qu'il y a sur les documents, comment vous pouvez extraire les idées, les arguments, et comment vous pouvez mélanger, confronter, converger, diverger selon les questions qui vous sont posées. Et ensuite, si c'est pertinent d'ajouter des éléments supplémentaires, vous pourrez très bien le faire. Quelle place pour l'interprétation des documents? L'étudiant doit-il rester objectif? Le candidat répond de manière nuancée et argumentée. L'interprétation est donc au cœur de cette première partie de l'épreuve ainsi que la confrontation. Comment évaluer les questions sur corpus? Chaque sujet indiquera précisément la répartition des points par question et pourra varier d'un sujet à l'autre. Alors, sur l'essai. Pourquoi proposer au candidat 2 sujets d'essai au choix? Vous aurez 2 sujets, hein. Ne traitez pas les deux, hein. J'espère que c'est bon pour vous. L'intitulé essai renvoie à une forme ouverte, un livre écrit argumentatif pour les nanana. Une telle continuité existe avec les filières nanana. Une pensée libre et assumée du candidat. Ce titre, les formulations privilégient une question ouverte afin que le candidat puisse librement déployer sa pensée et l'argumenter. L'exercice est noté sur 10 points. Comment traiter l'essai, etc. La forme de l'essai est sensiblement plus libre. Il importe de préserver cette liberté à partir du moment où la structure adoptée sert le déploiement d'une pensée clairement exprimée, adossée à des arguments pertinents, eux-mêmes illustrés par des exemples. Donc là encore, si vous voulez, on pourrait penser, mais il me contredit parce que moi je dis souvent que sur l'essai, je préconise une petite intro avec donc vos parties qui sont bien organisées selon ce que vous avez envie d'exprimer dans votre essai. Si c'est vraiment, je suis vraiment d'accord sur un sujet, ou je suis d'accord mais je vais apporter une nuance, donc essayez d'avoir une sorte de clarté par rapport à vos paragraphes et une petite conclusion qui va récapituler un peu votre pensée. Ici, on vous dit la structure, peu importe,
si ça adopte le déploiement d'une pensée personnellement clairement exprimée, adossée à des arguments pertinents. Oui, si sur un sujet d'essai, vous êtes d'accord à 100% et vous voulez juste exprimer des avis en accord avec une opinion à 100%, eh bien, vous n'êtes pas obligé de suivre un format. Je suis d'accord, mais attention, j'amène une nuance, ou je suis pas d'accord, mais attention, on pourrait réfléchir avec une nuance. Il est quand même privilégié dans un essai de faire preuve de nuance, de réflexion, d'argumentation, etc. Mais en effet, il n'y a pas une structure qui est officiellement imposée, ça c'est important que vous le sachiez, que par exemple, vous pouvez très bien avoir en tête une forme de structure que je peux conseiller, une petite intro assez courte, qui rappelle un peu des données, vous commencez à exprimer des idées, vous développez ça à travers des paragraphes que vous pouvez structurer en parties et récapituler un peu en format de conclusion. Ça, c'est une structure assez standard qui convient bien, mais qui n'est peut-être pas adaptée selon tous les sujets possibles, et surtout par rapport à ce que vous avez envie d'exprimer. Aucun instructeur standardisé n'est attendu. Il est important avant tout que le candidat soit capable dans un propos clair et organisé. Donc encore une fois, on retrouve clarté et organisation. Ici, vous voyez qu'on vous laisse libre, mais en même temps, on veut que ça soit clair et organisé. Donc on ne peut pas tout avoir aussi. Donc c'est pour ça que je vous propose aussi, on va dire, des modèles, et puis après, vous les adaptez. Comment évaluer l'essai sur 10 points? L'étude de la langue peut-elle se faire sur une progression autonome ou doit-elle s'appuyer sur le besoin de l'élève? La maîtrise de la langue constitue un objet d'enseignement essentiel, oui, bien sûr. Donc sur la classe, bon ça c'est un peu des travaux, mais bon vu qu'on arrive bientôt à la fin de l'année, il y a un peu moins de cours normalement. Voilà, donc ça c'est un peu la FAQ. Alors l'aide à l'évaluation, j'en ai parlé, j'en ai parlé pas mal sur ma précédente vidéo sur un peu les paliers, etc. Donc là, juste pour savoir que sur les corpus, hein, il y a un palier un palier, pardon, hein, une rubrique ou une catégorie sur la compréhension, une autre sur l'interprétation, une autre sur l'expression. Donc c'est arrivé à comment je comprends un texte, comment j'extrais les idées, les arguments, comment j'arrive à l'interpréter. Par exemple, une interprétation argumentée, nuancée, on a besoin de nuances. Et comment j'arrive à exprimer ce propos. Le texte est écrit dans une langue globalement correcte, respecte les normes orthographiques et syntaxiques, les documents sont bien confrontés, le texte produit répond à la question posée, et le palier 4, finesse, donc plus c'est fin, plus c'est analysé, plus c'est pertinent, plus vous avez une meilleure note. C'est cohérent, c'est progressé. Voilà. Sur l'essai, là, c'est pareil, compréhension, pardon, réflexion personnelle, culture générale, expression, donc un peu les catégories qui sont les mêmes, culture générale. Et ajouter ici, puisque comme on l'a vu sur le corpus de documents, la priorité n'est pas d'invoquer entre guillemets ou de mettre ou d'écrire votre propre culture, à part si c'est pertinent dans un second temps, mais sur l'essai, oui, c'est important. Donc dans les paliers les plus hauts, donc le texte produit répond au sujet de manière fine, la réflexion est approfondie, le candidat se démarque, la cohérence interne de la réflexion permet de progresser vers subtilité, vers l'objectif, les références sont variées, pertinentes, finement exploitées, le texte est écrit dans une langue riche et soignée, et normes orthographiques, etc. Après, vous pouvez avoir une bonne note. Si le texte répond au sujet, important, bien comprendre le sujet, la réflexion est aboutie, la réflexion s'appuie sur une progression cohérente et bien maîtrisée, les références sont variées, globalement maîtrisées, le texte est écrit dans une langue correcte et adaptée et respecte globalement les normes orthographiques. Donc, vous voyez que sur l'essai, ce qui est demandé quand même, c'est d'avoir bien compris le sujet, d'être capable de formuler des arguments, des idées qui sont adaptées, cohérentes, faire preuve de finesse, de nuance. Et donc, c'est encore c'est toujours une raison pour laquelle moi je souscris à avoir un modèle de plan un petit peu avec une mini-intro, des petites parties qui apportent de la nuance avec du développement, avec des paragraphes, et après vous adaptez selon le sujet. Est-ce que c'est pertinent que je reste sur ce format-là? Est-ce que je le change, etc. Et toujours sur avoir une feuille de brouillon où vous mettez bien un peu sur une idée carte mentale que j'ai présentée dans la vidéo précédente sur le sujet, quelles sont les idées fortes du sujet, parce que votre sujet va être structuré par les idées que vous voulez évidemment développer, quels sont un peu les arguments, les explications pour soutenir les idées fortes, et quelles sont après les illustrations, les exemples que vous souhaitez mobiliser. Et donc ces différentes idées, peut-être que vous allez réfléchir pendant 10 minutes, vous allez dire, ah, j'ai que des idées qui sont en accord avec la proposition du sujet, et bien je peux partir sur une forme où vraiment je développe un accord à 100%, mais gardez bien un petit paragraphe avec une idée, l'explication, donc les arguments, vos exemples, et puis vous sautez une ligne, ou vous revenez à la ligne, alinéa, nouveau paragraphe pour amener une nouvelle idée. Donc, pour toujours avoir une forme
qui est structuré, quelque chose de cohérent. Voilà, vous perdez pas trop. Vraiment, ce qui est important, c'est vraiment faire le tri dans vos différentes idées. Parce que vous pouvez vous dire, ah ben, il y a deux idées, elles se ressemblent, mais est-ce qu'elles se ressemblent vraiment? Est-ce que je peux amener des arguments et des exemples différents? Finalement, elles se ressemblent beaucoup, mes deux idées, donc je vais les associer ensemble dans un même cheminement, dans un même paragraphe. Voilà, donc le sujet zéro, donc c'est un sujet qui a été donné, donc durée de 3 heures, sur le thème de l'alimentation, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc ici, vous voyez qu'il y a 3 questions et donc 3 documents. Hein. Ça ne veut pas dire qu'à l'examen, vous aurez forcément 3 questions et 3 documents. Ça va? Donc ici, on a donc les 3 documents. On a Romain-Gary, La promesse de l'Aube, 1960. On a Silem Dekili, L'opinion ne perçoit pas le lien de la récupération des restes dans les restaurants et le gaspillage global. Et euh, on a un très grand festin de table. Et donc, on est quand même sur le thème, rien que le titre nous donne un peu un indice, on est quand même sur le thème des restes, du gaspillage. Si on lit le texte de Romain Gary sur la promesse de l'Aube, j'étais alors élève de 4e au lycée de Nice et ma mère avait à l'hôtel une de ses vitrines de couloir, exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque étape, chaque ceinture ou chemise vendue lui rapportait 10% de commission. Parfois, elle pratiquait une petite hausse illicite des prix et mettait la différence dans sa poche. Hein. Malin, malin. Toute la journée, à guetter les clients éventuels, fumant nerveusement d'innombrables gauloises, hein, car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans, déjà seule, sans mari, sans amant, elle luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le beefsteak de midi, quelle fameuse expression, qu'elle plaçait chaque jour devant moi dans l'assiette un peu solennellement comme le signe même de sa victoire sur l'adversité. Ah non, c'est pas une expression, le vrai beefsteak de midi, comment je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger avec cet air apaisé des chiennes qui allaitent leurs petits. Elle refusait d'y toucher elle-même, mais m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues. C'est vrai ça ou c'est juste pour faire plaisir? Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret et tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait ensuite avidement, et malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je suis soudain dans un éclair toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Elle aimait la viande, mais la vie est dure, et donc on ne peut pas elle ne pouvait pas se permettre d'avoir 2 morceaux de viande. Et oui. Je demeurai là un moment immobile, pétrifié, regardant avec horreur la poêle mal cachée sur la serviette et le sourire inquiet, coupable de ma mère, puis j'éclatai en sanglots et m'enfuis. Donc on voit bien que rien qu'en lisant ce texte, on va pas tout lire, hein, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est arriver à définir dans le sujet le sous-sujet. On sait que l'alimentation, c'est le sujet. Hein. Mais oui, il faut aller plus loin. Il faut se dire, parce que c'est très vaste. Mais ces trois documents nous amènent à une réflexion. Et là, ça nous mène à une réflexion sur le gaspillage, les restes et la quantité de nourriture, et aussi sur l'inverse, quand on n'a pas assez de nourriture. On est vraiment sur ce sous-sujet. Après, bien sûr, sur chaque document, on va un peu plus loin. Là, sur l'article, on est sur la loi sur les biodéchets, doggy bag, nanana, nanana, une nouvelle pratique mise en doute. Chaque année, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommée finissent à la poubelle. Donc, on voit qu'il y a déjà des paradoxes dans les deux articles. De la nourriture à la poubelle, alors que dans certaines familles, ils n'ont pas les moyens d'avoir assez de morceaux de viande pour nourrir à la fois les parents et les enfants. Et ici, on voit un repas de famille, eh bien, où ils sont très contents. On voit que quand même, ça a l'air d'être un sacré festin. Donc c'est une réflexion sur les quantités, sur aussi l'alimentation, sur un volet économique et social. Voilà, donc ça, vous voyez, rien que ça déjà, pas besoin pour l'instant de lire trop les questions, on regarde un peu les documents et on essaie d'extraire un peu les idées fortes de chaque document, de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, mais il faut quand même avoir un panorama des 3 documents. Ça va? Ensuite, on regarde chaque question. Question 1 sur le document 2 et 3. Quelle vision de l'abondance de nourriture les documents 2 et 3 proposent-ils? Donc là, on en revient à l'abondance. Ça veut dire que du coup, je suis plutôt dans le juste dans mon analyse. Ok. Question 2, c'est que sur le document. Puis j'éclatais en sanglots et m'enfuis. Donc il reprend un extrait. En vous fondant sur une lecture approfondie du texte 1, expliquez la réaction du narrateur. Eh bien, et là, donc là, on va se pencher plus sur le texte 1, mais on a déjà un petit peu compris. Hein, on voit que il est bouleversé. C'est très dur pour lui, qu'il a cru que sa mère était végétarienne, mais en fait, il découvre qu'au final, elle n'a pas assez d'argent pour payer un morceau de viande pour elle-même, alors qu'elle adore ça. Donc c'est très dur, c'est très dur. Et donc là, sa réaction émotionnelle est normale. Et donc, en allant
analyser un peu plus le document 1, on va essayer de formaliser une réponse un peu plus progressive, un peu plus construite, pour expliquer en fait cet extrait, sa tristesse et sa fuite. Et la question 3 sur les 3 documents, vous voyez qu'il y a un peu plus de points. Dans les 3 documents, les repas apportent-ils satisfaction? Et donc ici, on pourrait dire oui, mais il faudra quand même apporter un peu de nuance et de finesse parce qu'on voit que le repas, selon aussi des normes culturelles, le beefsteak de midi par exemple, eh bien cette norme un peu culturelle oblige aussi à payer un prix pour son repas qui peut créer de la tristesse, de la frustration, de la déception, qu'on n'a pas forcément les ressources financières pour s'offrir aussi quelque chose, par exemple ce fameux beefsteak de midi. Donc les repas apportent de la satisfaction, du plaisir indéniablement, et si on creuse peut-être un peu plus loin, il faudrait voir si c'est vraiment le cas. Donc voilà, je ne vais pas écrire forcément les réponses, parce que je ne veux pas être trop long dans la vidéo, mais vous voyez qu'un petit peu, on regarde un petit peu les documents. Ensuite, on regarde un peu les questions, et après, parce que vous avez que 3 heures, donc on va considérer 1h30 pour les documents, 1h30 pour l'essai. Et donc après, on va aller sur les questions. Et sur chaque document, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'arriver à extraire les idées fortes du document, arriver à extraire aussi un petit peu pourquoi cette idée est forte. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu les arguments, les explications amenées par le texte, et quels sont un petit peu les exemples ou les réactions ou voilà, les mots que vous pouvez poser quand vous lisez sur le document, qui est des mots qui sont personnels, qui sont à vous, qu'est-ce que ça vous fait, quelle est la réaction que vous avez sur le document, vous pouvez le mettre à côté. Et vous pouvez faire ça sur les 3 documents et ensuite essayer de trouver des liens selon la question et ce que vous avez posé. Parce que si vous faites un brouillon et que vous dites, allez, je vais faire quelque chose de très méthodique, je vais analyser, faire toutes les convergences et les divergences d'idées des 3 documents, vous allez y passer beaucoup de temps et vous allez voir sur les questions que ici on vous demande que le document 2 et 3 alors que vous êtes embêté à faire que le document 1 et 2 pour trouver les idées liées, du coup vous n'allez pas du tout répondre à la question. Donc mon conseil c'est premier aperçu du sujet, on essaye de mettre des mots, on essaie de comprendre, etc. Ensuite, on regarde les questions, on voit si on est à peu près OK, je pense que je suis à peu près dans le thème, je pense avoir à peu près bien compris. Bon, maintenant, il faut que je me pose sur chaque question. Donc, je vais me prendre, je vais me remettre un peu sur mes documents. OK, je vais essayer d'extraire les idées, les arguments, aller un peu plus dans le détail de chaque document. Et là, je commence. Donc, sur mon brouillon, rapidement, question 2 et 3. Quelle vision de l'abondance de nourriture les documents 2 et 3 propose-t-il? Très bien. Et bien là, je me fais vraiment un mini brouillon où là, c'est sur les 2 documents. J'ai réussi à extraire des idées, des arguments, quelques explications sans aller trop dans le détail. Mais là, je vais aller un peu plus dans le détail parce que la question me le demande. Et donc, je vais aller chercher un petit peu les références, les notions, comprendre un petit peu qu'est-ce qui est demandé sur la question, sur la vision de l'abondance. Et ensuite, j'essaie dans un petit peu ce brainstorming, voilà, sur un petit peu les éléments que j'arrive à compiler, comment je peux structurer une réponse de qualité avec une mini-introduction et en essayant quand même de présenter le document. L'article de Silem d'Equilibre publié sur le journal du Monde du 1er juin 2019 évoque donc les restes, le gaspillage global. Et vous pouvez déjà inclure dans la toute petite introduction et dans la présentation du document le mot d'abondance pour montrer que vous ne présentez pas le document juste pour le présenter, mais vous avez bien créé du lien, vous avez bien compris que c'est ça qu'on vous demande à travers la question. Et là, pareil, vous pouvez aussi présenter très rapidement le texte 1, en mini intro, et après aller en vous fondant sur une lecture approfondie. Donc, on vous demande quand même d'aller chercher des choses de la finesse à interpréter et expliquer la réaction du narrateur. Donc, moi, tel que je le vois, c'est 2 petits paragraphes ou 3 petits paragraphes. Je présente très rapidement le document 1, j'explique un petit peu le contexte, toujours c'est important. J'explique un petit peu, un petit peu, qu'est-ce que l'enfant, en tout cas c'est ma vision, après je modifierai peut-être comment se positionnait l'enfant, il était satisfait de son repas, etc. Et puis là, pam, padaboum, patatrac, je sais pas comment on peut dire, l'effondrement quand il apprend, quand il voit cette dernière scène. Et donc c'est ça qui provoque la réaction du narrateur. Et sur la question 3, donc dans les 3 documents, les repas apportent-ils satisfaction? Et là, vous pouvez reprendre un peu un brouillon et mélanger un petit peu les idées que vous avez pioché un peu à droite à gauche pour essayer d'avoir une petite structure en 2-3 très courts paragraphes avec une petite intro, une petite conclusion. Les 3 documents convergent sur le fait que le repas apporte une source de satisfaction. Toutefois, nous pouvons observer, ou etc., des points de nuance. Ça, c'est un format assez classique de réponse. Est-ce que ça va pour vous? Et bien sûr, l'essai, tac, 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 sur l'essai. Ah j'ai les réponses. Oh
Oh bah, oh bah, oh. J'avais pas fait gaffe. Est-ce que j'étais bien? On attend que les réponses envisagent dans le document 2 la question de l'abondance comme gâchis, gaspillage. Et c'est pas mal parce que comme ça, au lieu d'aller directement sur les réponses, vous avez pu m'écouter pour voir un petit peu, avoir un suivi comme une personne qui découvre les documents. Donc comme ça, on regarde ensemble et là, on peut voir si ça correspondait un peu à ce qui est demandé. Et comme ça, on affine. Oh, je trouve que c'est pas mal en fait comme ça. On attend que la réponse envisage dans le document 2 la question de l'abondance comme gâchis, gaspillage. C'est ce qu'on a vu, hein, à travers la question des restes alimentaires, doggy bag. Donc ça, c'était évidemment ça qui était à mettre en avant. Le document 3, en revanche, montre une scène de repas où l'arrivée du plat provoque de la joie. C'est le festin. On est content de manger. La réponse peut prendre appui aussi pour le document 2 sur quelques citations de lexique ou quelques références au document dont elle expliquera l'intérêt. Elle mobilise les qualités de synthèse des candidats et leur capacité à dégager les idées principales qui sous-tendent le texte et l'image, c'est ce que je vous ai indiqué, les idées principales. Certains indices peuvent être retenus, la place et le format du plat dans l'image, les sourires des convives, l'aspect cérémonial, le titre du tableau, à l'abri du besoin. Ah, très bien, très bien. C'est vrai que je ne suis pas allé dans le détail de chaque document, mais oui, à l'abri du besoin, donc ouais, très bien, très bien. Ça, c'est important aussi, ok, de faire quand même assez attention au titre, tout ça. Ouais, très bien, très bien. Ensuite, oh là, c'est pas fini du coup. Euh, Non, c'est juste que j'étais là. On valorisera tout approfondissement de l'analyse, etc. Une réponse qui s'interrogeait sur l'écart entre l'image heureuse et la possible critique que peuvent contenir la peinture comme ce titre. Ok, très bien. Ouais, je ne suis pas allé trop sur le détail de l'image 3, hein. Après, c'est vrai que là, c'est des réponses une fois qu'on a bien détaillé chaque document. Je suis resté un peu en surface pour pas être trop long. Une réponse qui noterait que le document 2 n'est pas une dénonciation morale traditionnelle du gaspillage, mais qu'il envisage très pratiquement la bonne manière de réutiliser les restes. Nanana. L'article ne constitue pas un appel à la frugalité, mais analyse une bonne gestion de l'abondance. Les éléments ne sont pas exhaustifs. La présence de tel ou tel d'entre eux développé par la copie permet la valorisation du travail. Très bien. Oui, donc là, c'est aller tirer des éléments de chaque texte pour vous faire du coup, c'est ce que je vous ai dit, un petit brouillon, et après vous essayez de restituer comment je peux créer du lien dans ce que je vois, etc. Donc voilà, rien de trop étonnant dans la proposition de réponse qui est suggérée. Le sujet réclame une lecture approfondie du texte 1. Il s'agit de vérifier des compétences de lecture à côté des capacités de synthèse. On attend dès lors, par cette indication, une prise en compte du récit, non pas seulement une notation psychologique mentionnant que l'enfant est triste. Les réponses sont donc à associer l'idée de tristesse à celle de la révélation du sacrifice, quels que soient les termes employés pour les désigner dans les copies. Oui, donc c'est ce que je vous ai un peu dit, hein. On a bien compris que c'est de la déception, c'est de la tristesse, mais il faut aussi poser un contexte et pourquoi, etc., etc. On valorisera toutes les analyses pertinentes en lien avec la question, par exemple l'intérêt des deux premiers paragraphes rendant compte de la situation matérielle de la mère ou annonçant en suscitant l'intérêt du lecteur, une vocation de l'écrivain, la place du lecteur et du narrateur adulte au regard des indices que l'enfant n'a pas d'abord compris. Toute juste remarque concernant la brièveté de la scène et l'économie des trois derniers paragraphes, la rapidité des gestes et du texte. Ok, très intéressant. Toute prise en compte de la dimension pathétique, qu'il s'agisse d'une réaction de lecture ou mieux encore d'une étude plus poussée de ce qui le produit dans la situation ou dans l'écriture. Très bien. Rien d'étonnant. Dans les trois documents, les repas apportent-ils satisfaction? On attend une confrontation des documents. Bah oui, là, il faut bien un peu les comparer. Répondant de manière nuancée et argumentée à la question. La tristesse découle du repas dans le document 1, l'euphorie, la joie, le plaisir dans le document 3, c'est le festin encore une fois. Le dédoublement est de la question pour ce qui concerne le document 2, mentionnant les plaisirs de l'abondance et de la restauration, mais montrant aussi la situation de gêne avec la récupération des restes à la fin des repas. Donc, qu'est-ce qui est valorisé? Les réponses articulant clairement les différents documents, pointant des relations d'opposition, de proximité ou de complémentarité. Oui, c'est ce qu'on appelle comparer, hein. Quand on dit les auteurs convergent, ils divergent, ils appuient, on constate qu'ils sont d'accord, etc. C'est ça, hein. Ils se complètent ou ils s'opposent, etc. Les réponses interrogeant le mot de satisfaction, ayant l'intuition qu'il convient de le distinguer du plaisir. Oui, j'ai touché un petit peu à ça, hein. Plaisir, satisfaction, c'est aussi un peu différent. Les réponses interrogeant l'implicité du libellé, s'agit-il seulement de la satisfaction de ceux qui mangent? Intéressant. Sur la vision ambiguë de la toile de Rockwell et de la possible critique de la scène représentée. Ouais, c'est vrai que j'ai pas assez regardé, hein. Je suis allé un peu en surface, mais oui, certainement qu'il y a des choses à dire sur cette toile. Les réponses s'interrogeant sur le mot de repas, intéressant. Les réponses distinguant les repas du fils et de la mère dans le texte 1 et qui pourraient dès lors renverser la question de la satisfaction. Le contentement de la mère nourrissant son fils avec cet air apaisé. Le maigre repas de la mère qui lui procure malgré tout un plaisir de satisfaction de sa faim. Celui du fils, en revanche, gâché par la révélation. Ouais, bah c'est là où c'est ça, le document 1, c'est exactement ça. Les réponses s'interrogent sur ce qui, dans un repas, apporte satisfaction, nourriture, abondance, partage. Ces éléments ne sont pas exhaustifs. Ok, très bien. Très très bien.
Oui, bah, rien ne m'étonne, mais c'est vrai qu'il faut quand même aller bien creuser un petit peu les notions, etc. Et là, vous pouvez vous dire, mais attendez, je vais mettre 3 pages si je dois répondre à tout. Non, l'idée, c'est d'arriver quand même à pointer du doigt cette question hein, de satisfaction quand on mange et d'apporter de la nuance et de l'argumentation en vous basant sur les textes et en arrivant à consolider 2, 3 paragraphes assez bien construits qui peuvent donc reprendre ces notions-là, ou en tout cas, euh, dès lors que vous avez à peu près compris le sujet, vous allez être dans le vrai, même si vous n'êtes pas dans l'attendu formel. D'ailleurs, regardez, ces éléments ne sont pas exhaustifs. Voilà. Donc, en fait, le correcteur ou la correctrice va attendre de vous que vous avez bien compris le sujet, que vous êtes capable de formuler quelque chose de nuancé, d'argumenter, de bien expliquer, d'intéressant, de pertinent, si vous voulez. Si vous évoquez pas, par exemple, s'interroger sur le mot repas, mais que vous vous interrogez sur le mot satisfaction, voilà, ça le fait aussi. Allez, on fait l'essai parce que là, le temps passe. Quels sont les sujets de l'essai? L'abondance est-elle pour vous l'un des principaux critères d'un bon repas? Alors, tel que c'est donné ici, on a envie de dire oui et non, mais peut-être que ça peut être que oui. Selon vous, que partage-t-on dans un repas? Très bien. Donc ici, de façon personnelle et argumentée, donc vous pouvez utiliser le jeu. Est-ce que dans la réponse, il n'y a pas là, non, il n'y a pas de proposition de réponse. Vous pouvez en appuyant notamment sur le corpus, sur l'abondance, la culture personnelle, le travail de l'année, sur le travail de l'année. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Je suis désolé. Selon vous, que partage-t-on dans un repas? Le traitement de cette question suppose que sont envisagés différents éléments à partager au-delà de la nourriture, donc presque le lien social. Euh, une série de tirés d'alinéas ne permettrait pas de répondre. Bah oui, il faut quand même rédiger. Sont recevables aussi bien les copies prenant partie exclusif, donc oui. Légitimées par le libellé qui appelle à un point de vue personnel. Oui, l'abondance est l'un des critères principaux d'un bon repas. Non. Que celles qui voudront passer par une distribution dialectique. Oui, non. Ok. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Très bien. Eh bien là, tel que je vois ça, alors c'est vrai que sur le premier sujet, sachant que j'ai pas approfondi chaque document et du coup j'ai pas rédigé, j'ai pas extrait non plus toutes les explications, les idées, donc pour l'instant ça va être qu'en surface, mais on peut très bien partir sur un oui et non, hein. Ça veut dire que l'abondance peut provoquer en effet un plaisir et de la joie, comme le montre la peinture, donc ça on peut s'appuyer là-dessus. Et puis parce que ça provoque du plaisir, ça provoque du plaisir. Euh, et on peut aussi nuancer puisque ça est aussi du gaspillage. Euh, alors après, on peut même avoir le parti pris, oui, mais même quand il y a trop de nourriture, la société évolue sur des doggy bags, sur des éléments pratiques, sur de la législation qui permettent d'accompagner les restes. Et au final, euh, eh bien, l'abondance n'a pas d'effet en fait négatif très prononcé puisqu'on a des outils qui permettent de compenser cette abondance éventuellement. Donc ça pourrait être quelqu'un qui a des copies qui sont vraiment dans. Ok, pour moi l'abondance, ouais, c'est l'un des principaux critères dans mon repas et même dans le cas où on peut être un peu inquiet ou on aurait désabusé à la quantité, bah, il y a aussi des politiques publiques qui permettent éventuellement de compenser l'abondance. Bon, pourquoi pas. Eh bien, si on peut avoir un sujet qui dit non, l'abondance n'est pas n'est pas un des principaux critères d'un bon repas. Bah oui, on peut dire que l'abondance n'est pas un des principaux critères d'un bon repas. Ce qui est important, c'est d'être en famille ou de faire plaisir. Alors là, on peut vraiment avoir le document 1 et 3 hein, qui sont vraiment là, parce que du coup, c'est la mère et le fils. C'est la, c'est la satisfaction de la mère qui voit son fils manger même si le repas n'est pas abondant. C'est le fait d'être en famille, certainement. Voilà. Euh, Même le document 2 peut apporter des choses. Ok, donc une fois que en fait voilà, vous préparez vos idées, vos arguments, vos illustrations, n'oubliez pas de vous mélangez pas, hein. C'est bien quelle est mon idée que je souhaite ressortir, quels sont un peu les arguments et ensuite derrière un peu les exemples que je peux amener. On essaye de construire ça dans l'ordre avec une petite intro, une petite conclusion. Et selon vous, que partage-t-on dans un repas? Et donc là, on va essayer aussi de développer par idée. Ça fait un bon outil de mind map, hein, de carte mentale, hein. Vous mettez, hop, qu'est-ce que je partage dans un bon repas qui n'est pas que de la nourriture? Je partage du lien social, ok, dans un repas. Pourquoi je dis un bon repas? Que je partage dans un repas. Je partage du plaisir. euh, je, je partage, j'allais dire des normes culturelles. Ah oui, oui, non, ça faudrait le travailler parce qu'on a aussi des normes culturelles qui nous invitent, par exemple, à manger de la viande le dimanche, ou etc., etc. Euh,
Bon, mais du coup, c'est les sujets sont intéressants. Bah, très bien, ben voilà, c'est un petit peu ce que je pouvais vous dire un petit peu pour vous préparer de manière très concrète à l'examen. Et je vous souhaite du coup bonne révision, bon courage, et j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, je parle vite, mais vous pouvez baisser le rythme de la vidéo parce que en fait, je n'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Et donc, parfois, je parle un peu vite et puis je suis un peu enrhumé. Bref, c'est ma vie et ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est votre succès et j'espère que ça va bien se passer pour vous. À bientôt.